D'abord, un coup de projecteur sur 3 entreprises qui ont fait du dialogue social leur priorité. La première, c'est Vibratech. Vibratech est née en 86. C'est une PME expert en vibroacoustique industrielle. Alors, juste en un exemple, expliquez-nous ce que c'est que la vibroacoustique industrielle. Je ne sais pas, vous avez une machine à laver, vous aimeriez bien savoir quelle va être sa durée de vie. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va tenir 3 ans, 5 ans, 7 ans? Vous trouvez qu'elle fait du bruit? Pourquoi est-ce qu'elle fait du bruit? Ou vous trouvez qu'elle vibre tellement que ça fait tomber le miroir qui est dans la pièce à côté? Voilà les sujets que nous pouvons traiter, alors avec tous les clients qui soient les concepteurs de grosses machines. Donc ça s'appelle Alstom, PSA, Renault, Airbus, Snecma, General Electric, Siemens, BMW, Daimler. Et on le fait soit sur plan, avec de la simulation. Et Franck est un grand expert en simulation et est capable de répondre sur plan. Ou bien on le fait quand la machine ou l'ensemble de machines existe et on va mesurer les phénomènes qui ne plaisent pas et on va essayer d'aider le concepteur à améliorer les choses. Donc, c'est des choses très concrètes. Jean-Paul Kowalewski, vous êtes PDG de Vibratech. Tout à fait. Franck Deveau, vous êtes délégué du personnel et secrétaire du CE. Votre entreprise, c'est 90 experts, docteurs, ingénieurs, techniciens spécialisés. Et puis, depuis 2010, cette entreprise, elle a une union économique et sociale. Et donc, il y a un dialogue social qui existe. Il faudrait que vous nous en disiez un petit peu plus, parce que je crois que quand vous êtes arrivé, quand vous avez racheté l'entreprise, vous avez un petit peu changé les choses sur ce plan-là. Voilà, donc effectivement, j'ai racheté l'entreprise avec le comité de direction et aujourd'hui, j'ai ouvert le capital. Il y a 55 collaborateurs qui sont salariés, qui sont actionnaires. Et ce qui fait que le comité d'établissement n'est pas très loin aussi d'être un conseil d'administration, ce qui explique, ce qui est aussi une volonté que nous avons de parler de l'ensemble des sujets de l'entreprise pour la faire progresser. Donc l'idée, c'est effectivement d'être le plus transparent possible et de donner à tous, des collaborateurs aux élus, l'ensemble des informations sous la forme la plus directe possible. Effectivement, je donne par le biais du réseau l'ensemble des informations stratégiques de l'entreprise et le comité d'entreprise dispose de tous les dossiers stratégiques du comité de direction. Franck Deveau, comment ça se passe la première fois où vous avez reçu tous ces documents? Alors effectivement, donc ça fait à peu près 4 ans, donc j'étais déjà délégué du personnel avant la mise en place de cette unité économique et sociale, donc avec un mode de fonctionnement qui était largement différent de celui-ci. Donc le fait d'être passé donc, avec un regroupement de 3 entreprises à plus de 50 salariés, on a eu donc la création d'un comité d'entreprise, sous forme d'une délégation unique du personnel, qui nous a poussé, donc avec l'obligation légale d'avoir une formation, à avoir des outils et des connaissances que nous n'avions pas avant. Donc on parlait tout à l'heure du monde syndical qui permet d'avoir aussi des outils et un appui fort pour pouvoir négocier des choses. Nous, on n'était pas du tout dans cette optique-là. On passait d'une petite entreprise de moins de 50 salariés à un regroupement de 3 entreprises où on se retrouvait à 80, et puis on est monté jusqu'à une centaine de salariés. Donc avec une ouverture complètement différente des négociations. Donc on a eu une formation, donc il y a 4 ans, qui nous a permis de mieux prendre en compte l'ensemble des négociations et de mieux organiser nos réunions. Donc du coup, on s'est retrouvé donc avec cette formation donc au début du mandat il y a 4 ans à demander donc à l'organisme qui nous a formés comment mieux gérer notre relation avec la direction. Donc on a mis en place un formalisme qui pour moi est un formalisme naturel, qui suit les règles légales d'échange. Donc la loi nous demande de définir un ordre du jour avant d'entamer des réunions, qui sont donc une réunion mensuelle. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'en début de semaine, le lundi, on envoie nos questions donc, à la direction pour une réunion qui a lieu le vendredi. Donc, il y a quand même une question qui j'imagine brûle les lèvres de tout le monde. Vous n'êtes pas syndiqué. Pourquoi ?
Non, parce qu'on n'a pas eu ce besoin particulier. On était dans une évolution constante. C'est-à-dire que moi, j'étais déjà délégué du personnel d'une petite société. On est passé à une union économique et sociale, donc avec 3 sociétés. J'ai de nouveau été élu. On a continué le dialogue social avec Jean-Paul, donc un nouveau directeur, et avec quelqu'un avec qui on avait cette transparence de données donc un dialogue possible sans avoir besoin de mettre une pression supplémentaire. En plus, le contexte de l'entreprise fait que la plupart d'entre nous connaissent au niveau des chiffres le fonctionnement. On sait comment on va arriver à avoir une bonne année ou pas, parce qu'au niveau des acteurs, donc comme le disait Jean-Paul, on intervient en grande majorité chez nos clients dès le moment de l'offre. Donc on maîtrise les chiffres, on maîtrise les commandes de ce qu'on va réaliser comme étude, et ensuite on va jusqu'au bout de cette démarche, c'est-à-dire que la finalisation de nos projets, on les maîtrise à la fois techniquement et à la fois économiquement. Donc vous avez une grande autonomie dans le travail, un grand savoir, et donc vous avez le sentiment en fait que dans le dialogue avec votre direction, vous avez des éléments qui vous permettent de dialoguer en direct. C'est ça l'idée. Voilà, on a tous les éléments qui nous permettent de dialoguer sans avoir besoin de mettre une pression sur notre direction pour nous fournir les éléments. Donc ces éléments, on les a. Notre nouvelle direction nous les transmet, on va dire, sans qu'on ait besoin de les demander. Et donc on a ce dialogue social et économique qui se fait, on va dire, naturellement. Alors Jean-Paul Kowalewski, c'est pas compliqué de décider de diffuser comme ça à son personnel des informations que d'aucuns jugeraient confidentielles? Alors moi j'ai la conviction que les informations à l'intérieur de l'entreprise, les informations confidentielles, il n'y en a qu'une, c'est celle qui concerne les mouvements du personnel. Il faut que la personne qui va changer de poste soit prévenue la première. Donc là, il y a confidentialité jusqu'à ce que cette personne soit prévenue. Après, à l'intérieur de l'entreprise, pour moi, tout doit être connu pour que chacun puisse agir et essayer de rendre les choses négatives les plus positives possibles, et que la barrière, elle est vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire nos clients, nos fournisseurs, nos banquiers, non pas eux, nos concurrents, eux ne doivent pas tout savoir. Mais à l'intérieur de l'entreprise, oui, j'ai la conviction que la transparence est la meilleure solution. Et puis je dirais avec les systèmes informatiques, je ne suis pas sûr qu'en fait on ait vraiment le choix aujourd'hui. Mais vous n'avez pas peur que des informations soient divulguées, que des salariés partent dans une autre entreprise et emmènent une partie du savoir-faire? C'est pas un sujet pour vous, ça? C'est-à-dire, quelqu'un qui change d'entreprise, effectivement, toujours il part avec son savoir-faire, il part avec ses compétences, et ça je ne peux pas les lui enlever quand il part. Ensuite, s'il est vraiment malhonnête, il va peut-être le dire à mon concurrent, mais je pense que mon concurrent va s'en méfier, parce qu'il va se dire, si j'apprends de Vibratech tout ça, quand il va me quitter, il va faire la même chose. Donc ça va être, la protection de la profession se fait par ce biais-là. Par contre, ça permet, pour moi, je vous ai dit, j'ai vraiment l'impression d'avoir 2 comités de direction. J'en ai un avec l'équipe de direction où on essaye de traiter les sujets au fur et à mesure et de choisir les bons axes stratégiques. Et puis ensuite, j'ai le comité d'établissement qui vient me poser des questions et proposer des choses, des solutions auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et le niveau de débat que je peux avoir lors du comité d'entreprise est tout à fait du même niveau que celui du comité de direction. C'est parfaitement enrichissant dans les 2 sens. Et là, vous avez 1 ou 2 exemples de questions qui sont posées. C'est des questions. Vous voulez dire que ce n'est pas de la parlotte, que ce n'est pas de la perte de temps pour la direction que de discuter dans une instance qui est quand même une instance qui est imposée quelque part par la loi? Oui, enfin, l'imposition par la loi, je dirais, il y a eu tout à l'heure quelqu'un de M. Théron, je crois, qui disait la loi constate ce que je fais. Et là, c'est tout à fait ça. Je ne me vois pas ne pas parler une fois par mois à mes salariés sous une forme ou sous une autre. Donc il y a là, avec le comité d'entreprise, un certain type de relation, mais chaque équipe a une réunion mensuelle pour parler de la vie, parler du travail. Tous les 3 mois, je vois l'ensemble des salariés et je fais la présentation un peu globale de l'activité. On en parle pendant 1h15 et ensuite on passe 2 heures autour d'un repas ensemble et où on parle du reste. Mais alors, c'est un peu le monde merveilleux de l'entreprise que vous nous décrivez là.
Tout se passe toujours de façon aussi sereine. Vous n'avez pas de sujet de conflit. Vous n'avez pas de... Je ne sais pas, Franck Deveau, vous n'avez jamais d'inquiétude. C'est les sujets, nous, ce qu'on veut dans les comités d'entreprise, c'est d'avoir un débat, d'ouvrir le débat. Comme disait Jean-Paul, il y a des salariés qui quittent l'entreprise. Si on est, entre guillemets, chacun d'entre nous a une certaine position dans l'entreprise et on peut à tout moment quitter l'entreprise, aller à la concurrence. Mais ce qu'on veut dans l'entreprise, c'est pouvoir mener un débat correctement. Donc au niveau de nos réunions, on essaye de les préparer pour que tout le monde ait tous les éléments pour que le débat soit le plus riche possible et le plus constructif possible. Donc on fait, je pense, comme dans beaucoup d'entreprises, on a 2 voire 3 parts dans ces débats-là. Donc la part comité d'entreprise, où on met vraiment des débats en avant avec des questions sur lesquelles on veut avoir tous les éléments, à la fois économiques et puis les règles qui vont être mises en place donc à l'avance pour pouvoir en discuter. Et puis ensuite, on a donc les questions déléguées du personnel où chaque salarié peut s'exprimer en posant une question à la direction. Là, c'est la direction qui répond sans qu'il y ait débat. Et puis aussi, on met dans nos réunions, on fait aussi part d'informations générales qui vont être des informations de règles mises en place ou des informations plus sur le budget social ou des choses comme ça, qui fait qu'à la fin de notre réunion, on sort un compte-rendu qui a un sens à la fois dans le débat, dans ce qu'on a apporté, enfin ce qu'on a proposé, qui va Alors, pas je forcément... crois que ce compte-rendu, en fait, on doit avoir une diapositive qui montre bien qu'on distingue qui parle, quels sont les éléments précis qui sont donnés par un code couleur, pour que tout le monde, en fait, puisse avoir un compte-rendu complet des débats. C'est ça l'idée, un peu. Oui, on a mis en place ça rejoint votre souci de transparence en tant que dirigeant. On a mis en place ce code couleur il y a 4 ans, dans le sens où quand on faisait un compte-rendu où on suit ce qui se passe dans la réunion, on le diffuse à l'ensemble des salariés donc à l'issue de la réunion. C'est bien de savoir qui a dit quoi. Donc les sujets, on essaye de les présenter donc avec des questions suffisamment denses pour que tout le monde sache quelle est la question. La direction répond par avance à ces questions. Donc quand on arrive en réunion, on a déjà la réponse, un premier jet de la réponse de la direction. Et ensuite, nous, on alimente le débat avec une écriture, on va dire, en vert, où on donne notre point de vue. Et donc, à l'issue de la réunion, aussi bien ce que la direction a dit ou nous, ce qu'on a redit par rapport aux questions posées, peuvent être un petit peu modifiés, bien sûr. Ça évolue pendant la réunion. Mais les salariés qui reçoivent ce compte-rendu, ils ont la clarté de dire qui a dit quoi. Et donc, on ne va pas... chacun s'exprime de façon claire, sans qu'il y ait d'ambiguïté dans le dialogue. Alors, j'aurais une dernière question pour vous, Jean-Paul Kowalewski. Est-ce que vous pensez que ce type de modèle, où on diffuse très largement de l'information aux salariés, en se servant du relais de leurs élus, mais aussi, je crois, en direct dans les services par les supérieurs hiérarchiques, est-ce que ce n'est pas en fait un modèle qui est applicable parce que vous êtes une PME? Qu'est-ce qui se passerait si vous étiez 500, 1000 Alors, dans une vie intérieure, j'ai été dans des grands groupes. En particulier, pendant 5 ans, j'ai dû diriger une usine qui faisait 1000 personnes, qui faisait 800 personnes quand je suis arrivé, 300 quand je suis parti, hyper syndicalisée, pouvant faire la une de tous les journaux. Il n'y a pas eu une heure de grève. Il n'y a pas eu... les gens ont été recasés très rapidement à moins de 100 km de l'usine. C'était la période 95-2000, donc pas forcément si bonne que ça au point de vue économique. Et je l'ai fait en faisant ça, en mettant tout sur la table. Et pourquoi, quand une usine a un chiffre d'affaires qui est inférieur au coût des matières premières, il faut fermer. Et la dernière année de fonctionnement de l'usine a été celle qui a eu les coûts de revient les plus faibles, les meilleurs résultats en matière de sécurité, en matière de qualité, en matière de coûts énergétiques et de qualité chimique, parce que les gens ils sont repartis fiers de ce qu'ils avaient fait, fiers de leurs compétences, et c'est cette fierté qui leur a permis de retrouver d'autres postes. Donc oui, cette méthode, pour moi, elle est applicable ailleurs, et même dans les cas les plus difficiles.
Bien, je pense que... Juste peut-être un petit Oui. mot pour dire, la vie d'une PME, on est en gros au milieu de l'océan, on est une coquille de noix, il y a un vent de force 8, on est 100 dans la barque, déjà qu'on soit les 100 à tenir la barre dans le même sens, ça aide, parce que le vent est de force 8. Pour vous dire, en ce moment, ça va bien, les plannings sont pleins à 2 semaines, je ne sais pas ce qu'on va faire dans 3 semaines. Juste une dernière question. Concertation, consultation, négociation, ça veut dire quoi pour vous? Ça a un sens dans votre mode de fonctionnement ou pas? Franck Deveau. Alors nous, c'est pas vraiment, on va pas appeler ça des négociations à proprement dit, parce qu'on n'a pas forcément de poids. Le seul poids qu'on va donner, c'est on va peut-être éclairer notre dirigeant sur les risques qu'il peut y avoir en changeant, enfin, en appliquant certaines règles. Donc ces risques, ils vont être des risques économiques. Donc forcément, c'est nos emplois qu'on est là aussi pour sauver. Et donc du coup, dans la négociation, on parle, on informe de ces risques auprès de notre direction. Donc on n'a pas vraiment un poids. Si ce n'est que dans notre société, bon, c'est peut-être un cas particulier d'un bureau d'études, on est tous acteurs de la réussite de la société. Donc si demain, ne serait-ce qu'au niveau moral, on ne sent pas l'avenir de la société bonne et qu'on commence à lever le pied dans notre façon de travailler, et bien, tout de suite, le résultat économique de la société, il s'en ressent. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Et qui me rappelle d'ailleurs ce qu'on a vu dans le documentaire, Horner-Rutifon. Alors, vous avez des discussions moins rêveuses peut-être que dans cette entreprise, il y en avait, mais manifestement, ça a l'air de bien fonctionner. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va passer de l'expertise en vibroacoustique industrielle à une autre activité. C'est ça la négociation sociale. Elle se diffuse partout. Audience est un groupe paritaire de protection sociale qui est connu des journalistes comme moi, puisqu'il gère la protection... chèque déjeuner, pardon, c'était dans l'autre ordre. Donc, chèque déjeuner... Tout le monde le connaît, et pas que les journalistes, pour le coup, puisque c'est le numéro 3 mondial sur le marché des chèques et cartes de services prépayés. Chèque déjeuner fête ses 50 ans cette année, c'est bien ça? C'est bien cela. Hein? Le groupe de 2500 salariés est présent dans 13 pays maintenant, et il a une particularité. Quelle est-elle? Bonjour à toutes et à tous. La particularité, c'est que nous avons été créés en 1964 par des militants syndicalistes qui avaient dès le départ la volonté à la fois d'entreprendre autrement et réussir économiquement, puisqu'on sait bien que dans l'univers des entreprises, il faut réussir économiquement, et en même temps d'être toujours en pointe sur les questions de progrès social. Donc, merci beaucoup, Jean-Philippe Poulneau. Vous êtes directeur des relations extérieures du groupe. Vous en connaissez bien l'histoire. Thomas Delpech aussi, vous êtes secrétaire du CE. Merci d'être venu nous expliquer comment fonctionne le dialogue social chez vous. Vous êtes une coopérative, mais vous êtes aussi, et c'est un contraste avec l'exemple précédent, une entreprise ayant des effectifs importants, et en plus une entreprise qui s'est internationalisée. Comment est-ce que vous fonctionnez? Comment est-ce que vous organisez votre dialogue social dans ce cadre? Est-ce que vous avez un ordre du jour souple ou au contraire très rigoureux? Est-ce que le cadre juridique est quelque chose d'essentiel pour vous ou pas? Peut-être Thomas Delpech, vous pouvez un petit peu nous raconter comment ça se passe? Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis secrétaire du comité d'entreprise de la Maison Mère, donc la coopérative, et également secrétaire du comité interentreprise qui pilote les œuvres sociales pour le compte de toutes les filiales françaises. Donc le dialogue social est actif dans notre entreprise, il est améliorable en permanence, il est dans une bonne dynamique depuis 2-3 ans, je dirais, puisqu'on a un renouveau des élus, on a avec des nouvelles générations qui arrivent, des gens qui ont envie de s'investir dans l'engagement collectif.
Dire qu'au niveau français, eh bien, il y a des... Alors nous, on a une particularité, on a un groupe qui est doté d'une quinzaine de structures juridiques en France. On a des comités d'entreprise, donc qui ont un dialogue social, je dirais, un petit peu plus abouti que d'autres structures qu'on a pu acquérir ou créer plus récemment, où là, le dialogue social se construit petit à petit au regard des effectifs, au regard des militants. Donc on a des différences en France, je dirais. Et puis en ce moment, pour voilà, répondre à votre question, on est en train de mettre en œuvre un comité d'entreprise européen, dont le lancement est prévu fin d'année. Donc on a un groupe de négociation qui est en train de se créer. On fera partie des 1000 entreprises européennes qui ont un comité d'entreprise européen aujourd'hui, de manière à accompagner la structure dans les débats avec l'ensemble des représentants du personnel européen. Alors, si on prend la maison mère, donc c'est une coopérative, c'est un peu particulier puisque les salariés sont en quelque sorte les actionnaires de l'entreprise. Pas en quelque sorte, pleinement, puisque 100% effectivement du capital de l'entreprise appartient aux sociétaires. Donc les sociétaires qui sont en même temps les salariés. Donc si vous voulez, on cultive un paradoxe qui parfois est un peu schizophrénique, puisque ceux qui travaillent sont en même temps ceux qui décident. Bon, concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas les coopératives, c'est très simple. Donc un salarié qui rentre chez nous a un statut de salarié classique, et à un moment donné, il doit statutairement se présenter pour être élu par ses pairs, qu'il accepte donc comme nouveau sociétaire et nouvel associé. Les salariés se réunissent en assemblée générale et tous les 4 ans, ils élisent leur conseil d'administration, ce qui signifie que les salariés élisent des salariés au conseil d'administration, à l'exception de 3 postes que nous avons dévolus aux 3 principales organisations syndicales, issues de nos fondateurs et qui sont là pour en même temps regarder et surveiller que nous sommes bien dans l'épure que nous avions toujours voulu, c'est-à-dire le progrès social, l'équité, la solidarité et l'égalité, et qui sont la CFDT, Force ouvrière et la CGT. Notre président est élu au sein du conseil d'administration, c'est-à-dire que notre président est forcément quelqu'un de l'entreprise. On n'est pas susceptible d'avoir un président ou une présidente qui serait parachuté, comme on le voit dans certains groupes. Et nous rendons compte, puisque nous nous réunissons en CA quasi tous les mois, bien tous les mois, nous réunissons les services et les administrateurs font un compte-rendu oral aux salariés. Ce qui est le temps de réponse aussi à des questions. Je suis sans doute naïve, mais ça sert à quoi dans ce cas d'avoir des syndicats et des instances de négociation? Eh bien, justement, je vous disais salariés, associés, et en même temps, effectivement, nécessité d'avoir des organisations syndicales pour renforcer ce dialogue social et toujours le faire progresser. Ça peut paraître surprenant, mais vous avez beaucoup de scopes qui considèrent que à quoi bon avoir des organisations syndicales, puisque les salariés, en même temps, sont les associés. Eh bien, nous considérons que nous devons structurer un dialogue social et sans cesse le rendre plus performant. C'est pour éviter la schizophrénie, en quelque sorte. Oh, quelque part. Vous savez d'où vous parlez, selon que vous êtes en CE ou que vous êtes en réunion avec les sociétaires. Oui, d'ailleurs, je vais prendre une image. Il est arrivé à la direction de faire des propositions que les salariés en section syndicale ont trouvé parfois un peu trop posées et ont y compris cherché une mesure plus douce. Bon, il faut savoir que dans notre conseil d'administration, 90% des administrateurs sont également syndiqués. Donc, vous voyez, donc, on a cette fibre militante en permanence qu'on retrouve à tous les niveaux. Mais alors, comment on négocie dans ce type d'entreprise? Je crois que vous avez une négociation en cours qui est une négociation très technique mais en même temps majeure, c'est la négociation sur les classifications. C'est à la fois aride et ça a des incidences concrètes majeures. Comment on négocie? Comme partout ailleurs? Alors, je vais peut-être vous expliquer rapidement pourquoi on a mis en place cette négociation, et puis je laisserai la parole à Thomas qui vous expliquera après comment ça se passe. Très clairement, donc, notre groupe s'est développé de manière très rapide, puisqu'aujourd'hui, il regroupe 50 entreprises en France et dans le reste du monde, et 50 entreprises qui relèvent parfois de conventions collectives différentes. Et donc, on s'est préoccupé du cas de ce que nous appelons la zone France. La zone France, c'est 700 personnes, c'est une quinzaine d'entreprises, certaines qui relèvent de la convention Syntec, d'autres qui relèvent de nos conventions internes. Et nous avions éprouvé le besoin de nous mettre autour de la table, et ça, quand je dis nous, c'est le conseil d'administration qui a impulsé cette idée, de remettre à plat nos questions de classification des emplois. Bon, on est arrivé à un paradoxe lorsque vous rachetez des entreprises ou lorsque vous créez des activités où on avait
pour 700 emplois, 550 fiches de poste. Donc à un moment donné, on se dit c'est quand même pas supportable. Il est temps de rassembler, de se poser autour de la table et de travailler. Alors, nous avons créé au sein du conseil d'administration une commission qui s'appelle la commission salaire et qui s'est organisée autour de 2 sous-commissions. Une commission qui était essentiellement composée de managers qui avaient pour objectif d'écrire ce qu'étaient les emplois, et une commission mixte qui représente effectivement, dans laquelle sont représentées nos institutions représentatives du personnel et les personnes qualifiées de la direction des ressources humaines, ainsi que des administrateurs, qui eux cotaient les emplois. Donc en gros, nous avions retenu plusieurs axes, et pour chaque axe, chacun coté pour chaque critère, bon, le critère de coopération externe, le critère de relations extérieures, le critère de diplôme ou de niveau d'expérience, sur des fiches qui étaient aveugles. Donc en fait, les managers avaient à rendre compte ont à rendre compte en quelque sorte à cette commission. Ils donnent le profil de poste et ensuite on cote. Voilà, c'est ça. et on le fait à l'aveugle. Donc l'intitulé de poste ne figurait pas, personne n'a eu les intitulés. Et alors de ça poste. marche ou pas? Bah écoutez, ça a marché dans 95% des cas. Alors on a bien eu des cas où effectivement les cotations étaient très, très diverses. Et du coup, lorsqu'on n'arrivait pas à trouver un consensus sur la fiche de poste, la fiche emploi, nous l'avons renvoyé à la commission qui écrivait les emplois en leur disant « Revoyez votre copie, il y a quelque chose qui ne va pas ». Ça vous va comme méthode, Thomas Delpech? Le travail est entre nos mains pour l'instant. Écoutez, nous, ça a suivi, vous parliez information, consultation, négociation. Donc là, on est en consultation sur le projet. Il vous a expliqué tenants et aboutissants. On est en train de peaufiner, on nous a présenté les conclusions. On a demandé à des compléments d'information qui permettraient de comprendre les mécanismes de cotation qui ont été mis en œuvre. Et sur ces éléments, on a, vous voyez, on a un bon dialogue social, mais la direction avait envie d'un timing un peu plus serré que nous. À peine ce midi, on a décidé qu'on se donnait 3 semaines de plus pour pouvoir analyser ces éléments, se fonder une opinion et émettre un avis. Donc là, nous sommes en plein dedans. L'idée, bien sûr, la direction a émis des souhaits, si possible, une mise en place le plus tôt possible. Néanmoins, les élus ont décidé de se concerter en intersyndical, et c'est donc bien sûr chaque syndicat, chaque représentation syndicale s'est vue, mais on a une logique qui est plutôt d'essayer d'avancer en intersyndical pour essayer de faire avancer les choses plus vite, parce qu'on a bien conscience de la marge de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'en fait ça fait avancer plus vite en intersyndical? Notre entreprise, on l'a vu depuis l'origine, il y a 3 syndicats autour de la table. Aujourd'hui, Monsieur de Robien le disait tout à l'heure, quand on avance ensemble main dans la main et pas dans des postures figées, réformistes, non réformistes, aujourd'hui on voit qu'on fait avancer les choses plus vite, entre guillemets, parce que le but c'est pas d'accélérer le temps, sinon on joue que le jeu de la direction, mais plus vite dans le sens où on conclut plus vite, on connaît tout de suite les points de désaccord et les points d'accord, et on va droit au but. Si chacun dans sa paroisse, les délais peuvent être infinis, et la marge de l'entreprise, à un moment donné, on a bien conscience qu'il y a des enjeux, il y a des délais, on est en plus sociétaire, donc doublement concerné par les objectifs de l'entreprise. Donc voilà. C'est une façon d'être plus efficace. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc tout à vous fait. négociez d'abord entre vous, et puis ensuite vous négociez avec la direction. On se fonde une opinion entre nous sur les éléments présentés, on sollicite la direction sur les compléments ensemble. On n'y va pas comme au tir au pigeon, chacun dans son coin. Non, on y va. Aujourd'hui, la demande est unique. Le retour sera unique. Il y a une réunion de concertation entre les 3 syndicats pour se fonder l'opinion et émettre un avis courant avril. Et puis, si ce n'est pas le cas, ça sera courant mai. Et puis voilà, on espère qu'avant l'été, un avis soit formulé. Je voulais juste revenir sur pourquoi les syndicats dans le dialogue social. Oui. Parce que même un groupe coopératif comme nous, qui a pu, Jean-Philippe le disait pas tout à l'heure, mais moi j'étais étonné, je suis d'une jeune génération, je suis arrivé dans un groupe qui était aux 35 heures avant l'heure, qui, en 86, qui investissait en formation 3 fois plus qu'ailleurs, qui avait des avantages sociaux dans tous les sens. Et quand on y arrive, on s'y sent tellement bien que j'avais dit je ne ferai pas 10 ans, et 10 ans après j'y suis et je suis à la tête d'une représentativité du personnel. Donc comme quoi on change son avis. Mais c'est important et primordial. Parce qu'aujourd'hui, notre entreprise, même demain, quand elle a envie d'acquérir une autre société, je ne vois pas pourquoi elle ne passerait pas par l'échange avec les représentants du personnel. S'ils n'étaient pas là, il n'y en aurait pas.
On est là aussi pour challenger. C'est pas parce qu'on a été en avance pendant longtemps et qu'on l'est encore qu'aujourd'hui il n'y a pas des raisons de se challenger, d'échanger, de partager. Et s'il n'y a pas l'instance représentative du personnel en face, il n'y a pas d'échange. Donc aujourd'hui, quoi qu'il arrive, qu'on soit en avance dans le dialogue social ou pas, c'est essentiel pour la bonne marche d'une entreprise. Enfin, c'est ce qu'on juge au niveau du force ouvrière et des représentants du personnel en général. Alors, qu'est-ce qui est le plus efficace, du coup, vous pensez, pour la direction de l'entreprise? C'est quoi? C'est l'intersyndical ou c'est d'avoir plusieurs syndicats en face et de pouvoir challenger les syndicats, on pourrait dire? Non, ce qui est le plus efficace dans une entreprise, c'est que tout le monde sache où l'on va et qu'on y aille tous ensemble. Effectivement, et on essaie sans cesse de répondre à la question pour qui je travaille et pourquoi je travaille. Je rebondis sur ce que disait le monsieur de Vibratech tout à l'heure sur la confidentialité des documents. Alors, il faut savoir qu'effectivement, nous, on a quelques particularités non neutres. La première, c'est que non seulement nous travaillons en étroite collaboration avec les organisations syndicales, mais nous avons même dans nos statuts une clause qui dit qu'il est du devoir des sociétaires d'être syndiqués auprès du syndicat de leur choix. Donc ça, c'est déjà, je pense que c'est assez exceptionnel. Il n'y en a pas beaucoup comme nous. Vraisemblablement, nous sommes les seuls. Le taux de syndicalisation, ça donne quoi? Il est hyper important. Hein. Il est hyper important. Alors, votre taux de non-syndicalisation, vous n'avez pas calculé? Notre enjeu, c'est toutes les nouvelles sociétés que nous avons intégrées récemment et sur lesquelles il va falloir que nous travaillions au niveau de la culture. D'ailleurs, nous avons lancé un grand chantier en accord avec nos organisations syndicales sur la culture du groupe. Parce que vous savez, vous rachetez des entreprises dans tel ou tel secteur d'activité avec une logique patronale où le patron est un patron de droit divin et puis les salariés sont là pour faire leur boulot. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le film de Lina. Nous, il faut qu'on explique que c'est pas comme ça que ça marche chez nous. Et d'ailleurs, c'est une anecdote, mais lorsque nous rachetons une entreprise, en général, notre président est convoqué par le maire de la ville où nous avons racheté l'entreprise pour savoir quelle va être l'ampleur du plan social, quoi. Alors que ce n'est pas le sujet. Et chaque fois, il y a droit. Donc, le dialogue social efficace qui va dans le sens du progrès social et effectivement avec nos organisations syndicales. Alors, le dialogue social efficace, selon vous, c'est quoi? C'est le consensus? C'est la recherche du plus petit dénominateur commun? Ou bien autre chose? À l'heure actuelle, on est à la recherche donc, pour revenir il y a une maison mère, une coopérative qui a des valeurs, un positionnement, une culture à faire émerger, et dans un groupe qui se dit coopératif, même si même la loi ESS ne définit pas un groupe coopératif. Mais je dirais que nous, par exemple, en ce moment, tous les accords, en fait, qui à l'origine étaient des accords gagnés par la maison mère, par les salariés, aujourd'hui, il y a une douzaine de structures tout autour de nous qui sont loin de ces accords-là, voire même qui sont, je dirais, complètement à côté de la philosophie de l'entreprise. Donc là, aujourd'hui, tous les accords mis sur la table ont pour objectif d'amener tout le monde sur la même ligne. Donc, ce qui veut dire que la maison mère et le représentant du personnel de la maison mère doivent faire quelques efforts sur des lignes acquises, de manière à ce que l'intégralité des filiales puisse les mettre en œuvre sans qu'il y ait d'impact budget financier trop impactant, déséquilibrant la structure, économique et social, déséquilibrant la structure. Donc je dirais le plus petit dénominateur commun ou le plus grand dénominateur, c'est prendre le meilleur pour l'appliquer à tous tout en tenant compte des contraintes de chacun. Donc on est entre les deux un petit peu. Voilà, mais on est en plein dans cette problématique, c'est-à-dire de trouver ce qui aujourd'hui est un acquis de la maison mère et qui pourrait être partagé avec les autres sans mettre en difficulté l'intégralité de l'équilibre de l'entreprise. Et vos camarades syndicaux des autres entreprises, ils vous considèrent comme quoi? Comme ceux qui vont pouvoir obtenir du patron ou bien il y a un vrai dialogue entre vous? Il y a des chocs de culture aussi? Il y a des chocs de culture importants, puisque eux étaient préalablement dans des structures, dans une relation plutôt conflictuelle. On essaie d'obtenir, alors que nous, on leur dit, mais attendez, c'est pas comme ça que ça marche dans le groupe. C'est suspect. C'est suspect. Il faut savoir qu'effectivement, ils se disent, mais comment ça se fait qu'ils sont si sympas? Simplement parce que c'est les jeunes du groupe et nous fonctionnons comme ça, et que c'est pas si simple d'expliquer à des gens qui étaient dans des logiques de lutte de passer à nos modes de fonctionnement. C'est ce que je vous disais par rapport aux maires qui se posaient la question de la taille des plans sociaux. Les syndicalistes dans nos filiales récemment acquises
se disent mais qu'est-ce que ça cache, ce qu'on nous raconte là? Pourquoi ils veulent refaire une classification? Puis après, quand ils regardent les classifications, ils se disent bah, finalement tout le monde va y gagner, mais quand même c'est pas très normal. Donc on cherche un peu le loup parfois là où il n'est pas. Donc on a tout ce travail pédagogique très important à faire et à mener pour que tout le monde adhère à 100% et à 1000% même sur notre culture groupe. Il faut savoir, pour reprendre rapidement, les résultats de notre entreprise sont partagés d'une manière assez particulière puisque nous distribuons 45% de nos bénéfices de manière totalement égalitaire. Que ce soit la personne qui distribue le courrier ou le président directeur général. Nous avons mis en place un CE qui est plutôt richement doté, puisqu'on a 3%, vous avez 3% de la masse salariale brute. On a une caisse de solidarité pour aider les gens en difficulté, c'est 3% des résultats. Donc là, ils en ont pas mal. Ils peuvent aider beaucoup de gens. Et on a toujours été en pointe sur ces questions sociales. Et bon, je ne parlerai même pas de l'égalité salaire entre les hommes et les femmes à poste équivalent, etc., qui est une réalité chez nous, ni même de la parité. Et je peux vous dire que récemment, nous avons signé un certain nombre d'accords, notamment un contrat intergénérationnel qui a la particularité de protéger en particulier les jeunes et les personnes de plus de 50 ans, un nouvel accord de participation, un accord sur le temps de travail, un accord sur la diversité et le handicap. Vous voyez, donc on n'arrête pas. Là, on est dans une dynamique. Et il faut suivre et en même temps, bien évidemment, comme l'évolution des textes de loi, c'est en permanence, etc., eh bien, nous aspirons à ce que nos syndicalistes soient hyper formés. On a une autre particularité, parce que chez nous, il faut savoir que le budget de la formation, c'est à peu près 6 fois l'obligation légale. Nous ne concevons pas qu'un sociétaire n'ait pas été formé à comprendre, à lire un bilan, un compte de résultats et la stratégie de l'entreprise. Parce qu'à un moment donné, il doit voter. S'il n'a pas compris la stratégie, qu'il ne sait pas lire un bilan ou un compte de résultats, eh ben, c'est pas terrible, ça peut être dangereux. Finalement, il en a un peu de domaine des représentants du personnel, puisque pour pouvoir lire des documents stratégiques sur l'entreprise, il faut aussi savoir s'y connaître en termes de compétences techniques, financières et autres. Juste pour dire, bon, il trouve que des fois on n'avance pas suffisamment vite. Parfois on n'avance pas suffisamment vite dans l'harmonisation. Vous étiez un peu lent. C'est ce que non, mais c'est ce qu'on, enfin, comme toute entreprise, nos collègues des autres filiales sont alors là beaucoup moins de syndiqués, puisque les cultures d'entreprise sont différentes. Vous parliez de la cohérence du dialogue social. Ouais. Donc il y a beaucoup moins de syndiqués. Donc tout un des enjeux va être aussi de faire passer ce message. Et forcément, ils sont dans l'attente que les choses évoluent. Comme disait Jean-Philippe, nous on est sur une grille de salaire de 1 à 12. On a repris des sociétés qui parfois avaient des grilles de salaire qui explosaient dans tous les sens, avec un riche patron et puis beaucoup de nivellement. Donc, par exemple, voilà, on promet qu'on nivellera les choses, mais ça ne se fait pas en 3 mois, ça peut se faire en 10 mois, en 18 mois. Donc parfois une attente forte, mais au final, ils comprennent le sens. Et nous, IRP, issus des structures plus historiques, c'est à nous de leur tendre la main et de travailler ensemble pour oser l'action, s'investir, parce que ça a été dit tout à l'heure, la représentation du personnel, c'est un investissement. C'est un investissement, mais qui produit des résultats et de beaux résultats. Et voilà, la difficulté reste aussi de recruter, d'avoir des gens motivés pour se porter sur la cause collective aujourd'hui. Donc on essaye de donner une dynamique. Voilà, on essaye de donner une dynamique à travers à la fois une dynamique et puis du temps aussi pour échanger et construire, apparemment. Oui, du temps, il en faut de plus en plus. Au fur et à mesure des années, des projets, le comité d'entreprise européen. Donc on va essayer de faire en sorte aussi qu'on ait une sorte d'harmonisation de l'usage des heures de délégation, de la pratique du droit syndical. Mais tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On était encore avec nos collègues européens la semaine dernière. On est un groupe coopératif, on a créé des structures, mais il y a des différences culturelles, des différences administratives, légales dans les pays, des hommes différents aux commandes. Portés par la maison mère, mais il y a des différences. Donc on va essayer rapidement de les travailler ensemble et de les harmoniser. Mais rien n'est parfait, mais tout est améliorable. Voilà, c'est ce qui est un peu le leitmotiv qu'on a, nous, au niveau du personnel. Merci beaucoup à vous pour nous avoir raconté votre expérience. Allez-y. C'est une petite anecdote, puisque j'étais à un congrès il y a quelques années de la NDRH qui était remarquable. Et en marge de ce congrès, j'avais discuté avec la DRH d'une entreprise américaine qui m'expliquait que chez eux, les syndicalistes étaient hyper mal vus. Ils faisaient tout pour ne pas en avoir. Et je lui ai dit, votre dialogue social, ça se passe comment? Elle m'a dit, c'est très compliqué. On n'arrive à rien. Ça sera ma chute. Merci beaucoup.
Donc, cette fois-ci, je connais Audience parce que je suis journaliste, donc mon effet est complètement raté puisque vous le connaissez déjà. Mais Audience, c'est aussi une entreprise avec des salariés. Donc, c'est un groupe paritaire de protection sociale, 500 000 actifs couverts. Et puis, près de 800 salariés, dont 30% de cadres, 45% d'agents de maîtrise et 25% d'employés. Je vous laisse vous installer, Henri Bignalet et Guillaume Rogation. Vous êtes, vous, Henri Bignalet, directeur du pôle social et individu d'Audience. Et vous, Guillaume Rogation, vous êtes délégué syndical CFE-CGC et membre du CE. Vous avez signé avec également la CFDT, la CFTC et FO un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, il est très intéressant, je vous le dis, parce que je l'ai lu, mais on n'en parlera pas. C'est un peu regrettable, je vais quand même vous livrer. Il y a 2 volets qui sont intéressants. Le premier, c'est la mise en place de parcours professionnels pour les salariés. Et puis le second, c'est les modalités d'information annuelle et de consultation du comité d'entreprise, des syndicats, du CHSCT, sur la stratégie et les effets prévisibles de l'emploi. Je pense que c'est assez intéressant parce qu'on va voir tout au long en fait, de tous nos exemples l'enjeu que c'est de partager la dimension stratégique, stratégie économique, éléments sociaux. Henri Bignalet, est-ce que vous pouvez nous dire quel était le contexte de la négociation et comment elle s'est passée? En 2 mots. C'est toujours dur. Oui, c'est toujours dur en 2 mots. Non, simplement un petit préalable sur le fait que on a vu un certain nombre d'exemples de négociations, de dialogue social. Je pense qu'effectivement, ce dialogue social, il est aussi forcément facteur du modèle économique de l'entreprise. Et qu'effectivement, il peut prendre des formes différentes selon là où se situent les leviers. Un groupe de protection sociale paritaire professionnel comme le nôtre, nous nous inscrivons dans une logique où nous avons été créés par nos professions. Et donc, notre objectif n'est pas de faire du bénéfice, mais bien d'apporter le meilleur service au meilleur coût aux entreprises et aux salariés, aux retraités qui font partie du groupe. Donc c'est donc dans ce contexte que se construit notre accord GPEC, avec cette idée que le développement du groupe vers d'autres services aux professions suppose à la fois d'intégrer des dimensions nouvelles qui étaient celles d'une nouvelle classification de la convention collective, dans lequel se trouvaient un certain nombre d'éléments interprétables et qui méritaient de se trouver justifiés pour les salariés. Par ailleurs, dans cette modification de notre convention collective, se trouvait la modification d'un certain nombre d'éléments de salaire, comme les primes d'ancienneté et autres. Et donc on souhaitait rouvrir le dialogue social autour de l'idée que ce fait de faire bouger les lignes devait aboutir à un résultat gagnant-gagnant, à la fois pour l'institution, sa pérennité, sa capacité à maîtriser justement ses équilibres économiques, et puis bien sûr les salariés dans toutes les évolutions qu'on connaît, et notamment le fait de connaître la totalité des actions qu'on mène dans le groupe, puisqu'aujourd'hui la particularité d'un groupe professionnel, voilà, c'est un groupe de presse, il est à la fois adhérent à Audience pour sa retraite complémentaire, pour sa santé, pour sa prévoyance, il va voir les médecins de notre centre de santé, et donc c'est aussi essentiel que les savoirs dans l'entreprise soient partagés par tous les salariés, puisqu'il n'y a rien de pire que d'être interrogé par un client et de montrer qu'on ignore l'ensemble de ce qui est dans le groupe. Donc ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a une obligation légale sur la GPEC, mais que ça ne compte pas en fait. Alors oui, on avait à la fois une obligation légale sur la GPEC, mais qui avait cette particularité de venir à un moment où on devait en même temps intégrer des éléments de nature conventionnelle. Est-ce que vous l'auriez fait? Est-ce que vous l'auriez fait s'il n'y avait pas eu cette obligation légale? En d'autres termes, est-ce que ça a servi de déclencheur, parce qu'après tout, vous aviez un vrai besoin, ou bien est-ce que de toute façon, loi ou pas loi, ben voilà, c'est nécessaire, ça doit se discuter avec les salariés, donc on fait un accord? Non, on avait commencé, nous, les études autour de la GPEC bien avant ce changement de convention collective. On essayait de l'aborder un petit peu par les évolutions de l'environnement. Et donc on avait eu un rapport avec nos instances représentatives autour de la façon dont on voyait évoluer les métiers dans nos secteurs. Maintenant, c'est clair qu'on a une vraie difficulté, c'est que l'environnement changeait très vite. Et puis on s'est rendu compte finalement, je crois que c'était une des raisons pour lesquelles l'accord s'orientait vers les parcours professionnels, la compétence, on s'est rendu compte que la meilleure réponse, ce n'était pas de travailler tant sur les éléments
prévisionnelle en fait, des volumes d'emploi, mais bien de travailler sur le fait de rendre employables les salariés pour les rendre plus adaptables à tous ces changements. Alors, c'est une logique intéressante, mais est-ce que ce n'est pas une logique qui fait peur? C'est-à-dire, comment est-ce que vous gérez ce type de négociation? On se dit, si on s'occupe du parcours individuel des salariés, c'est peut-être parce qu'il y en a certains qui, après tout, à moyen terme, voire court terme, vont quitter l'entreprise. Et le patron dit rien, mais il est en train de préparer ça. Est-ce qu'il y a eu cette chose-là ou pas dans l'entreprise? Bonjour, déjà. Au niveau de la négociation et de ce que vous venez de dire, je pense que c'est plutôt une vision globale qu'ont eu les salariés. Bien sûr, il y a eu de la peur parmi certains collègues et salariés. On est environ 800 salariés, donc forcément, il y a forcément des gens qui, au-delà de leur... tout en tenant compte de leurs convictions, peuvent avoir peur de l'avenir, justement de ce genre de procédé. Nous, notre rôle, ça a été de quoi? Donc déjà, pour resituer, beaucoup de nouveaux entrants sont arrivés depuis 2003 dans l'entreprise. Donc il y a une force vive, beaucoup de jeunes aussi. Il y a eu des accords aussi sur les seniors qui ont été mis en place. Donc il y a une diversité qui est extrêmement importante dans le groupe. Comme le disait M. Bignalet à l'instant, on est sur des secteurs d'activité où on doit s'ouvrir justement aux autres. C'est notre métier en tant que retraite complémentaire, santé, prévoyance et aussi service aux professions. Et d'autant plus pour les clients qu'on sert, c'est-à-dire les personnels de la communication au sens large, de la presse, qui ont des particularités, je pense aux pigistes notamment, et au monde du spectacle, aux intermittents du spectacle notamment. Donc ça nécessite une connaissance pour les salariés de l'ensemble de l'évolution de l'environnement social et économique. Alors pour répondre plus précisément à votre question, bien sûr il y a eu des peurs. Nous, en tant qu'organisme, en tant que partenaires sociaux, on va dire, que ce soit, on va dire, mes collègues, il est aussi important d'avoir des gens dans les autres syndicats représentatifs de l'entreprise avec lesquels, justement, on peut déjà discuter de ces changements en toute confiance avec l'employeur, valider une stratégie sur l'avenir et expliquer aux salariés que si on le fait, c'est pour qu'on soit acteur et maître de notre destin dans l'avenir. Alors vous dites avec les autres syndicats, oui. C'est-à-dire le dialogue entre les syndicats, il vient quand? Il vient pour préparer la négociation, il vient en cours de négociation. Quel est l'intérêt? Quel intérêt vous avez à discuter par rapport à la direction? Il vient un peu, je reprendrai un peu ce qui a été dit auparavant par les deux précédents, on va dire, représentants des salariés, mais c'est vrai que ça dépend des thèmes, ça dépend de l'urgence aussi. Il y a des choses réglementaires qui doivent se mettre en place. On en a eu notamment l'année dernière sur le contrat de génération, etc. Mais c'est des choses que nous, déjà dans les accords de GPEC ou de santé au travail qu'on avait déjà mis en place, ou de bien-être, parce que là, on a signé cette année un accord de bien-être au travail, mais aussi de santé. On a voulu que les deux ne soient pas dissociés, parce que c'est important. Donc on a aussi fait travailler les salariés qui sont régulièrement interrogés à la fois par nous, représentants syndicaux, mais aussi par la direction. On essaie de travailler ensemble pour faire des questionnaires d'entreprise pour justement que le message soit porté auprès de nos 800 salariés, quel que soit le site. On a fait le choix aussi, pour répondre plus précisément à votre question, parce vous me parlez de mes homologues représentants syndicaux, on a fait le choix, bien qu'on ait plusieurs sites, d'avoir un comité d'entreprise unique. On va retravailler là-dessus parce qu'on a des salariés qui viennent d'intégrer, donc on a beaucoup de missions actuellement aussi dans la négociation, on est en plein dedans, l'accord GPEC, on va certainement y revenir, parce qu'on a 80 salariés de la Caisse des congés spectacles qui sont venus rejoindre notre groupe au début février. Donc il y a tout un travail, justement, j'entendais le représentant des chèques déjeuner culturels aussi que nous on va avoir besoin de faire. Donc il y a beaucoup d'écoute. Et quand vous me dites, est-ce que ça se fait pendant, avant, ça se fait tout le temps. J'ai envie de dire, on est obligé d'être... Moi je revendique, du moins au niveau de la CFE-CGC dans l'entreprise, un discours où on doit être acteur de notre avenir. On n'est pas là pour subir, et si après on subissait, on n'aurait qu'à se plaindre. On doit être fort de proposition, on doit inventer et renouveler nos métiers de demain, sans cesse se remettre en question, parce que si on ne bouge pas, on est condamné
pas à disparaître, hein, c'est pas ça que je veux dire. Bien sûr, il y a l'avenir, mais on est sur des secteurs concurrentiels, donc les accords de GPEC nous aident là-dedans. Et alors, pour gérer les mutations, il faut quoi? Il faut, là encore, de la discussion, de la concertation, de la négociation. C'est-à-dire, est-ce que tout doit passer par des accords formels? On a vu chez Vibratech que les choses se passent beaucoup de façon informelle, qu'ils n'ont pas forcément besoin de passer par des accords pour fonctionner, pour bien fonctionner. Sentiment de la direction. Alors, non, ce qui est important, effectivement, c'est l'histoire et la culture des entreprises. Et si on a souhaité, dès le départ, en fait, travailler beaucoup par accord d'entreprise, puisqu'on a plus d'une quarantaine d'accords signés, et qui font généralement loi pour l'ensemble des salariés. Alors, il y a sûrement un côté un petit peu atavique. Quand on a un groupe paritaire, c'est compliqué d'avoir une lecture négative des rapports entre syndicats et patronat. Mais c'est surtout sur le fait que, culturellement, ça nous paraissait beaucoup mieux d'avoir à un moment donné des règles qui s'appliquent à l'ensemble des salariés, parce que l'ensemble du collectif de l'entreprise l'avait voulu au travers de la direction et de ses représentants, et donc de chercher à équilibrer les résultats. Et ça nous permettait, nous aussi, de combattre les freins culturels, puisqu'on pouvait rencontrer au travers de cette histoire à la fois une partie de salariés ou de syndicats de salariés qui avaient une lecture de relations sociales de combat. On avait une autre partie de l'entreprise où, pour des raisons historiques, il y avait un leitmotiv, c'était que le chef commande et le salarié exécute. Et le syndicat est un ennemi parce que voilà, il est aux portes de l'entreprise pour venir la mettre par terre. C'était au même endroit ou pas? Audience s'est constituée en 2003 avec 3 groupes de protection sociale préexistants. Voilà, donc on a eu culturellement à gérer ce problème. Et donc ça nous paraissait important dès le départ de poser plusieurs axiomes. Le premier, c'était qu'on voulait manager par la confiance, donc de faire confiance aux salariés. Le deuxième, c'est qu'on voulait effectivement qu'il y ait une légitimité. C'est pour ça que dans cet accord de GPEC, vous pourrez noter que les managers, tous les ans, sont évalués non seulement par leur supérieur hiérarchique, mais aussi par leurs collaborateurs, et que leur note en fait, d'aptitude au poste sur la part managériale, c'est à la fois les avis des salariés et l'avis de la hiérarchie, parce qu'il nous paraît important que quand on porte la parole de l'entreprise dans les services, eh bien, on soit légitime par rapport à ça, puis ça nous permet de les accompagner, de les former, plutôt que d'avoir des abcès qui se créent sans qu'on ait connaissance du fait qu'ici ou là, des choses n'avanceraient pas bien. Donc il y avait quand même cette volonté, effectivement, d'avoir une règle consensuelle, de façon à ce que toute personne ne puisse se dire que l'ordre qui venait, dans la mise en œuvre des accords, aurait un caractère illégitime ou coercitif, puisqu'il était la loi de tous. Alors, juste une dernière question, Monsieur Bignalet. Sur l'intersyndical, c'est plus facile de négocier avec une intersyndicale ou pas? Comment on fait? Les bilatérales, ça fonctionne aussi quand il y a des syndicats qui discutent entre eux par ailleurs? Nous, on voit tout le monde. Alors, on les voit collectivement, on les voit aussi en bilatéral pour avoir un peu leurs orientations, leur point de vue particulier. C'est clair que quand on est en intersyndical, ça veut dire qu'effectivement, il y a des points communs qui sont trouvés entre les organisations autour des valeurs de l'entreprise. Et puis cette intersyndicale, on voit bien qu'aujourd'hui, pour nous, elle fonctionne de façon de plus en plus diversifiée. Je crois que c'est aussi parce que l'histoire évolue, comme l'a dit Guillaume Rogation, l'histoire évolue, les personnes rentrent. Donc les lectures qu'on pouvait avoir il y a 10 ans peut-être dans la posture de chaque organisation évolue. Et là, on parlait du dernier accord sur la santé des salariés, où finalement, la seule qui n'avait pas signé a fini par adhérer à l'accord en considérant qu'effectivement, la santé des salariés, ça fait partie du capital immatériel, comme on dit, et que c'est un bien commun et sur lequel tout le monde devait au moins travailler de façon collective. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette contribution qui nous permet de comprendre comment faire fonctionner la négociation sociale.